Que se serait-il passé dans les années 70, à l'époque où naît au sein des sciences humaines, et même plus précisément de la littérature en ce qui concerne Escarpite, ce champ nouveau, disciplinaire des sciences de l'information et de la communication, si la jonction fondatrice avait pu se faire sur le plan théorique entre les pères fondateurs de la discipline, Robert Escarpite et d'autres, et les historiens. Cette jonction, ou plutôt un rapprochement naturel, a eu lieu de fait avec la sémiotique, avec Roland Barthes. La chose est très connue, parfois je crois un peu surévaluée, plus encore avec la documentation au sens classique, un sens qui n'existe plus aujourd'hui, mais celle qui était portée par Jean Méria, qui était effectivement lui-même le documentaliste de Sciences Po et qui, à ce titre, rejoint Escarpite dans le groupe fondateur des sciences de l'information et de la communication, avec tout ce qu'il avait bâti de pratiques pour documenter les élèves de Sciences Po sur différents sujets. Mais en l'état de ma recherche, en tout cas, il ne m'est pas apparu que l'effervescence du milieu historique de la génération d'Escarpite, dont je vais vous parler, ce milieu historique qui reconsidère notamment à ce moment même, dans la si féconde décennie 1970, le rôle du document d'archives dans la méthode historique, ait influencé Escarpite. En une vingtaine de minutes, peut-être 30, je ne sais pas, Franck, c'est très difficile de parler d'un sujet qui est fort peu théorisé par l'archivistique, qui en réalité est une technique plutôt qu'une théorie du document. Il m'a paru qu'on pouvait procéder en 3 étapes. La première consiste à essayer de résumer la pensée d'Escarpite sur la question du document, ou plutôt, puisque la chose vient d'être faite par plus compétent que moi, de résumer, de caractériser le champ d'application de ce qu'Escarpite dit du document et la dynamique particulière dans laquelle il inscrit la définition du document, parce qu'il y a une dynamique là aussi, qui est celle de la communication, je crois. La deuxième partie m'amènera à titre d'exemple, qui peut être intéressé Escarpite, à évoquer à grands traits l'apport des documents d'archives à la connaissance du fait littéraire. Et la troisième étape, la plus longue, sera une incursion dans le monde des archives pour montrer comment le document d'archives se distingue sans doute de celui des données et poursuit dans notre monde sa vie multiséculaire comme matériau non pas unique mais premier de l'histoire. Escarpite et le document, de façon caractéristique, Escarpite, dans le livre qui vous a été cité, sa théorie aborde d'abord la question du document à partir du contexte qui a été historiquement créé par la diffusion de masse de l'imprimé essentiellement. C'est par la technologie de la communication, par sa matérialité, par son histoire récente, qui depuis l'invention du livre et de la presse est celle d'une forte accélération du rythme de cette communication, qu'Escarpite définit ce qui est document et ce qui ne l'est pas justement, ou ce qui est quasi ou semi-document. La figure 7 de sa théorie générale de l'information, que vous trouverez à la page 122 du livre que nous commentons aujourd'hui, est particulièrement claire à cet égard. Ce qu'Escarpite appelle les documents, c'est-à-dire les livres, les journaux et les périodiques. Ce qu'il appelle les semi-documents, c'est-à-dire les disques, les bandes, les cassettes, les films, les vidéocassettes, s'opposent en bloc à des contenus informatifs, à ce qu'il appelle des contenus informatifs, qui sont soit diffusés, télévision, radio, soit communiqués par voie linéaire, téléphone, télégraphe. C'est la distinction broadcast-narrowcast. Aussi, la date de 1897 lui paraît-elle fondamentale, avec la première possibilité qu'avait créée la radio de diffuser l'information à distance sans la médiation d'un document. C'était la première fois. Il est à noter que la période prise en compte dans ce tableau est pour l'essentiel celle des bouleversements techniques des 19e et 20e siècles. La date la plus ancienne citée est celle de l'apparition de l'imprimerie, toute l'aventure antérieure du papier étant passée sous silence. Quand Escarpite aborde ces questions dans un autre ouvrage général qui a été commenté hier, L'écrit et la communication, son que sais-je, l'écrit et la communication, il s'attache au point fondamental, matériel, du support. Il indique la progression mondiale de la consommation de papier comme support de la communication écrite, qui fait plus que doubler entre 1950, alors 1950 c'est la jeunesse d'Escarpite, c'est son point de référence, 17 à 18 millions de tonnes dans le monde de papier,
Et 1970, c'est la maturité intellectuelle d'Escarpite. Enfin, c'est son intérêt plutôt, sa maturité était bien avant, mais c'est son intérêt pour la théorie de la communication. En 1970, 25 millions de tonnes, Chine exclue, dit Escarpite. Il ne va pas y avoir de statistiques disponibles ou fiables sur la Chine. Il indique en 1970 que 3 millions de tonnes dans le monde peuvent être considérées comme réservées aux livres et que 22 millions de tonnes le sont pour ce qu'il appelle tout le reste. Tout le reste, c'est une liste, je cite, l'énorme masse de tous les documents de tous ordres, reprographiés, dactylographiés ou manuscrits qui constituent notre environnement écrit. Alors, le terme d'environnement écrit intéresse énormément l'archiviste. Au passage, cette croissance du papier comme support de la communication écrite lui permet de réfuter les prophéties de McLuhan sur l'extinction prochaine de la galaxie Gutenberg. Il dénonce, Escarpite, un calcul commercial ou un sous-entendu, une influence des lobbies, l'audiovisuel et les moyens de diffusion nouveaux, nous sommes au milieu des années 70, mobilisant des capitaux considérables. Je cite, il est plus avantageux pour l'industrie de fabriquer des téléviseurs et des vidéocassettes, voire de lancer des satellites, que de noircir du papier. On pourrait d'ailleurs avancer exactement le même argument aujourd'hui avec l'importance du complexe financier, industriel lié aux ordinateurs et surtout la rhétorique de la masse et de la puissance qui leur est associée. Ce poids des données explique sans doute en partie que le fait de parler simplement encore d'archives et de documents papier aujourd'hui, sans prononcer aussitôt la formule propitiatoire de la fin du papier qui va arriver demain, puisse facilement vous faire passer pour un attardé. Comme l'écrivait Pierre Dac, que cette citation aurait plu à Escarpite, je pense, rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose. Bien sûr, il convient de distinguer deux actions qui sont souvent confondues dans la littérature technique sous la même appellation de dématérialisation. Il y a d'abord la numérisation de stocks de papier existants que l'on souhaite ainsi soit protégés lorsqu'il s'agit d'originaux à conserver. C'est ce que nous faisons dans les archives, pour l'instant uniquement. Soit détruire en raison de l'encombrement que représentent ces papiers s'il s'agit de documents répétitifs de gestion, comme des factures, des bulletins de paye, des documents RH et une partie des marchés publics. La deuxième action a, par contre, qui s'oppose à la première. La première action dont je vous parle, c'est la numérisation d'un stock de papier existant, déjà produit. La deuxième action, qui a certainement un vaste avenir, presque entièrement devant nous, c'est la révision de processus administratifs ou commerciaux bien délimités ou juridiques pour une production numérique native des traces et des informations et des documents, mais c'est toute la question de nos plateformes dont il sera question plus tard. Il n'est pas question donc d'ignorer la prochaine mise en œuvre du programme interministériel VITAM, valeur immatérielle transmise aux archives pour mémoire, ni sa déclinaison aux archives nationales françaises, ADAMAN, Administration des archives et de leurs métadonnées aux archives nationales dans le temps. Les années et même sans doute les mois qui viennent vont faire connaître l'ampleur d'un travail de préparation poursuivi depuis une bonne quinzaine d'années par nos collègues pour conférer à certaines données à valeur légale la stabilité, l'intégrité et la pérennité qui caractérisent à l'origine le document authentique ou original en tant que document d'archive, et pour en assurer la consultation à travers les métadonnées. Mais, et c'est là que l'archiviste a compétence pour en parler davantage, en tout cas l'archiviste de ma génération, il convient de souligner que ce que lisent aujourd'hui 167 000 lecteurs inscrits dans les salles de lecture françaises d'archives, comme d'ailleurs les quelques 14 millions de visiteurs uniques annuels de nos sites Internet. Ce ne sont pas des données, ce ne sont pas des traces, ce sont bien des documents. Et que l'accroissement annuel de ces mêmes documents analogiques sur papier, dans un service comme celui des archives départementales de la Gironde, ici, représente toujours
1,5 km environ sur rayonnage chaque année, après élimination des documents sans intérêt ou inutiles, s'ajoutant aux quelques 70 km de parchemin et de papier déjà conservés du Moyen-Âge à nos jours. Ce qui fait du métier de l'archiviste une activité où est engagé son corps et son déplacement, le déplacement de ce corps des innombrables lieux de production contemporaine des archives, des documents d'archives classiques, vers le lieu central de leur rassemblement. C'est de ce lieu que j'essaye de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire physiquement dans ce lieu que nous sommes. Ma deuxième étape sera le cas d'espèce des études littéraires en tant qu'exemple de l'irruption toujours possible des archives. Escarpite est sorti du champ de la littérature comparée, qui était sa spécialité à l'origine, en contestant, c'est le mot qu'il emploie, le discours sur le discours que l'intérêt central porté aux auteurs et aux œuvres favorisait. À côté de l'étude des textes littéraires et de leurs auteurs, il introduit un des premiers, pas le seul, mais un des premiers, une troisième dimension de recherche qui se tourne vers la sociologie de la lecture, vers l'étude du lectorat et de la diffusion. Et de ce point de vue, le fonds Escarpite dont vous parliez à l'instant, Franck, est plein de ces enquêtes de diffusion des ouvrages de Simenon notamment, qui intéressait beaucoup, qui permettaient de rassembler des données, là ce sont des données, sur la réception de l'ouvrage, la sociologie des lecteurs de l'ouvrage. Mais si Escarpite s'est beaucoup intéressé à ce qu'on pourrait appeler l'aval social du texte littéraire, et donc à sa diffusion, il n'a pas, à ma connaissance en tout cas, exploré de façon autre qu'occasionnelle son amont, où l'on rencontre rapidement les archives, que l'histoire de la littérature n'explore réellement aujourd'hui que depuis quelques décennies. L'histoire de la littérature le fait dans deux directions complémentaires. D'abord avec la génétique des textes, où sont mis en œuvre les manuscrits, les brouillons, les épreuves, qui sont des documents d'archives éminents, puisque ce sont des documents fiables, datables et pérennes, qui permettent de retracer les étapes de la création d'un texte. Mais la deuxième direction, qui est plutôt une nouvelle frontière par rapport à la première, est un dépassement qui consiste à ne pas négliger les archives qui recèlent des informations non sur le texte lui-même, mais sur le contexte matériel, sur la vie de l'écrivain et du groupe social auquel il appartient. Très vieux et apparemment très démodé problème de la vie et de l'œuvre, on se croit dans la gare des Michards, mais pas du tout, ce sont des recherches de pointe, parce que le moindre fonds d'archives brut en histoire de la littérature, il faut écarter le mirage ou le filtre d'archives qui serait purement littéraire, tend à remettre au cœur de la réflexion une interrogation sur le texte littéraire et sa production. J'en viens à la troisième et dernière étape de mon exposé, qui revêtira, je l'espère, le caractère poétique de toute tentative de définition. Que sont les archives? Que sont les documents d'archives? Quelle est l'énorme masse? Quelle est la nature de l'énorme masse de notre environnement écrit? L'expression d'Escarpite est d'une grande justesse, encore une fois, qui, depuis le temps d'Escarpite, n'a pas régressé devant le déluge des données, qui est effectif, mais a vécu et continue de se développer d'une vie que je crois indépendante. Le dictionnaire des archives anglais, français, allemand, publié par la FNOR et l'École des Chartes, donne pour le mot « document d'archives » la définition suivante: écrit ou enregistrement qui, par lui-même ou par son support, a une valeur probatoire ou informative. Évidemment, probatoire est majeur pour nous. Le même dictionnaire fait un usage particulièrement intéressant du singulier et du pluriel en définissant le document, je cite, comme étant le singulier du mot archive au pluriel. L'emploi du mot archive au pluriel va de soi pour un archiviste pour une raison triviale. Dans un monde qui ne cesse de se focaliser sur l'élément d'information, décontextualisé au détriment du groupe, de l'ensemble cohérent, il faut rappeler l'existence des fonds d'archives, leur existence matérielle. Cette notion fondatrice de notre métier évoque une accumulation organique, l'assemblage structuré qui est lié à l'identité et surtout à l'interaction sociale de chaque homme vivant dans un groupe, dans un monde de l'écrit.
ou bien qui est lié à l'entité juridique que représente une entreprise, une association, un bureau, un tribunal, une préfecture, un ministère. Et là, on retrouve le singulier. Les archives relèvent toujours non du nom propre, donc du nom propre de la personne ou de l'institution, comme du lieu qui les voit apparaître et du temps qui les voit apparaître. C'est leur singularité de tout temps. Les archives peuvent ainsi se définir comme l'ensemble indissociable des moyens de preuve et de mémoire d'une personne physique ou morale, ou encore comme la trace, et non pas l'empreinte peut-être, de son action, ou encore de sa parole. Et il faut insister sur un plan théorique pour dire que la pureté du mot archive au singulier qu'on lit souvent est en réalité complètement fictive. Étienne Hanheim, qui évoque dans la revue de synthèse en 2004, dans un remarquable dossier qu'il a publié avec Olivier Poncet, sur la fabrique des archives, fabrique de l'histoire, donne une citation de Proust que je ne résiste pas au plaisir de vous lire, car depuis 3 ou 4 ans, le mot cheveux avait été employé au singulier par un de ces inconnus qui sont les lanceurs de mode littéraire. Et toutes les personnes ayant la longueur de rayon de Madame de Cambremer disaient le cheveu, non sans un sourire affecté. À l'heure actuelle, on dit encore le cheveu, mais de l'excès du singulier renaîtra le pluriel. L'archive au singulier a été rendue célèbre par Arlette Farge dans son goût de l'archive, si passionnant, dont je vous recommande la lecture, et si autorisé, en raison de sa longue pratique historienne des archives. Et ce singulier qu'elle emploie vient, selon la démonstration qu'en donne Hanheim, dans son emploi au singulier d'un système sémiotique chez Foucault, ou d'une perception de l'archive comme transcription de la parole morte chez Ricoeur. Et analysant en profondeur, ce que je ne serais pas du tout capable de faire, ce que Foucault, Ricoeur, mais aussi Michel de Certeau ont dit de l'archive, Étienne Hanheim souligne bien pourtant qu'aucun d'eux, pas plus d'ailleurs à ma connaissance qu'Arlette Farge, n'est entré complètement dans le problème pourtant crucial des acteurs et des pratiques qui, au cours de toute l'histoire de plus de 10 siècles en Occident, ont constitué les archives, et qui les constituent encore. La mise en ligne de certaines archives aujourd'hui, ici on retrouve le pluriel, les comptages par millions bien sûr, mais jamais l'exhaustivité, est aujourd'hui un phénomène massif. Il est évidemment heureux pour le progrès des connaissances. Mais ce mode de diffusion, qui, en l'état de la technique, ne fait pas apparaître clairement l'existence des fonds auxquels la numérisation impose un filtre supplémentaire, a pour conséquence une décontextualisation de ces documents. Cette décontextualisation est aggravée par l'opération elle-même filtrante de l'indexation, dont Escarpit avait pensé clairement les limites. Il y a tout un chapitre qui est consacré dans la théorie de l'information à l'indexation, qui est à la fois passionnant et très drôle à lire. Je vous le recommande parce qu'il cite Fernand Reynaud, il cite des tas de choses qui sont très amusantes. Et bien avant la diffusion massive sur Internet, ce rôle de la réduction documentaire, évidemment, concerne tout autant les documents classiques, les livres, les imprimés, que les documents d'archives, et même peut-être plus encore. Chaque élément, et le site Europeana parle d'objets, pour caractériser à la fois des livres, des archives et des objets d'art ou des monuments, chaque élément saute aux yeux, au détriment du groupe, quasi invisible sur Internet ou presque, de l'ensemble cohérent que constitue chaque fonds d'archives. Si le document, conformément à son étymologie, a quelque chose à nous apprendre, c'est au sujet de son contenu, bien sûr, c'est ce qui a beaucoup intéressé Escarpit, mais c'est tout autant, et c'est ce que nous apprennent les archives, au sujet de celui qui l'a produit ou qui l'a reçu, l'ensemble des documents produits ou reçus constituant le fond. Et c'est qu'il est une preuve ou une mémoire de l'activité de ce producteur. À l'intérieur de la multiplicité des documents possibles, le document engageant, qui engage la responsabilité juridique du producteur, est le plus souvent la fraction des archives qui fait aujourd'hui l'objet des projets de dématérialisation. Mais pour prendre l'exemple canonique des archives de notaires, ici ce sont 7 km sur rayonnage aux archives départementales de la Gironde, le passage à l'ère numérique n'a nullement comme effet, qui serait de l'ordre du magique ou du mythique, de dématérialiser ce qui a été et ce qui est toujours
un ensemble matériel de documents disponibles sous forme de minutes et de répertoires du XVe siècle au premier tiers du XXe siècle maintenant. Ainsi, dans ce cas, le fonds correspondra-t-il à ce que chaque notaire a, pendant la durée de son exercice, passé comme minute pour l'ensemble de sa clientèle, dans l'ordre chronologique, et une évaluation des habitudes de chaque notaire, du régime de droit auquel il obéit, du droit que parfois il invente lorsque le droit ne s'adapte pas au cas d'espèce, sera le travail premier de l'historien pour connaître les raisons de ce qu'un notaire dit et surtout de ce qu'il ne dit pas. Lex est quod notamus, la loi c'est ce que nous notons. La formule dit assez que les archives, en particulier notariales, ne sont ni des messages, ni des récits, ni des témoignages volontaires, ni même peut-être des témoignages, c'est autre chose, c'est l'expression d'une dynamique sociale. L'histoire coule-t-elle de source? Y a-t-il une collection de faits historiques déduits directement d'une collection de documents originaux, comme l'ont fermement cru les historiens de l'école méthodique de la fin du XIXe siècle? Ces faits peuvent-ils être déduits de simples textes dont les documents ne seraient que la gangue? Y a-t-il un minerai à extraire, une banque de données dont les archives seraient la matrice, moyennant simplement expérience, qualification du lecteur historien? Le passé tel qu'il a vraiment été, c'est l'expression de Rank au XIXe siècle, attend-il une résurrection de nos passages en salle de lecture ou de la diffusion sur nos écrans? Y aurait-il en archive un couple information, le document, interprétation, la lecture, ce qui est la lecture d'Escarpite en effet, avec possibilité technique de lutter contre le fameux fossé d'intelligibilité qui peut se doubler d'un fossé d'obsolescence qui fait l'objet actuellement de recherches en sciences de l'information, notamment dans le domaine des musées. Dans l'écriture eh bien, sans doute pas, parce que, enfin, on peut en tout cas s'inscrire en faux contre cette idée, parce que, comme l'avait déjà écrit Balzac, que cite Escarpite, la lecture est une création à deux. Phrase magnifique. Et dans l'écriture de l'histoire, Certeau a parfaitement décrit ce qui se passe au moment où l'historien prend le relais de cette mise en archive dont je vous ai parlé, qui est déjà un déplacement d'ailleurs, puisque les institutions produisent, nous collectons comme nous pouvons, il y a beaucoup d'accidents le long de la route, naturellement, il y a beaucoup d'oublis, il y a donc une mise en archive, un classement dont on est tributaire aujourd'hui, qui déplace. Mais ce que dit Certeau est encore plus intéressant, c'est que l'historien crée le document. Voilà comment il le dit. En histoire, tout commence avec le geste de mettre à part, de rassembler, de muer ainsi en document certains objets répartis autrement. Cette nouvelle répartition culturelle est le premier travail. En réalité, elle consiste à produire de tels documents par le fait de recopier, transcrire ou photographier, on est en 1975, ça commence beaucoup, ou photographier ces objets en changeant à la fois leur place et leur statut. Ce geste consiste à isoler un corps comme on le fait en physique et à dénaturer les choses pour les constituer en pièces qui viennent combler les lacunes d'un ensemble posé a priori. Ils forment la collection, ils constituent des choses en système marginal, comme dit Jean Baudrillard, ils les exilent de la pratique, écrit Certeau, pour les établir en objets abstraits d'un savoir. Bien loin d'accepter des données, ils les constituent. La question qui sera l'objet en effet de ma conclusion, je vois qu'à ma droite, on peut continuer le fil de la réflexion. La question donc, qui donne les données, est d'ailleurs à la base de toute l'histoire critique de la statistique en Occident, de Bertrand Gilles à Alain Supiot, qui analyse aujourd'hui la gouvernance par le nombre sous un angle critique. Escarpite dit la chose avec un grand humour. Un document, page 154, un document ne contient pas l'information comme une boîte contient des sardines. On a donc une double historicité. La production et la conservation des archives sont relatives à un lieu et à un temps, et aussi à l'outillage mental dont Lucien Febvre avait souligné l'importance avec son Rabelais et le problème de la croyance. L'opération historiographique, parfois à très longue distance dans le temps, est tributaire elle aussi d'un autre outillage mental. L'histoire, en ce sens, est fille de son temps, qui passe, et donc elle se renouvelle.
Et Certeau nuance considérablement l'illusion scientiste de l'histoire quantitative des années 1960, une histoire quantitative qui avait résulté du croisement entre une révolution méthodologique, celle du sériel qui repérait les types de sources possibles pour faire des données, et autorisant le comptage, et en particulier les sources de la démographie historique, les registres paroissiaux et les sources du recensement de la population, et une révolution technique, celle de l'ordinateur dans les années 60. Et cette rencontre entre cette révolution technique et cette révolution méthodologique de l'histoire quantitative faisait dire sans doute imprudemment à Leroy-Ladurie dans ces années que, je cite, « l'historien de demain sera programmeur ou il ne sera plus ». En fait, on peut plutôt dire que l'histoire en tant que récit invite à se fonder sur des séries de données qu'elle rend pensables et qui sont triées et vérifiées, mais qu'il ne faut jamais renoncer au rapport que ces régularités entretiennent avec des particularités qui leur échappent. Et c'est tout le renouvellement de l'histoire depuis ces temps-là que de s'adresser aux particularités. Nous inviterons peut-être ensemble, Franck, à la journée d'études qui est devant nous, M. Boudon, qui a ressuscité le parquet de Joachim, qui est un document merveilleux. Il ne se comprend pas sans un ensemble de particularités au XIXe siècle, ce menuisier qui avait laissé sous un parquet toutes sortes de réflexions cachées, qui ne se comprennent cachées à la vue. Si vous les lisez seuls, si vous les muséifiez, ces réflexions de 1880 d'un menuisier, vous ne les comprenez pas. Si vous les rapprochez de tout un ensemble de documents que Boudon a retrouvés partout dans les fonds, et qui n'étaient nullement en ligne d'ailleurs, vous les lisez autrement. En conclusion, on pourrait finalement à la fois déclencher une polémique, parce que je suis peut-être en train de vous endormir, et puis donner une phrase d'Escarpite, encore une qui me plaît tant. Il y en a tant qui sont si agréables et stimulantes pour l'archiviste. Pour commencer avec la polémique, je voudrais douter fortement de l'idée que la révolution numérique puisse faire passer nos contemporains d'un régime documentaire à un régime informationnel. Et là, je pense que les travaux d'Yves Jeanneret sur les êtres culturels hybrides, qui nous invitent à réfléchir aux transformations effectives dont la gestion des textes est l'objet sous l'effet du projet de les digitaliser, Jeanneret souligne une distinction essentielle, à mon avis, si on veut faire de l'interdisciplinarité, entre deux mondes tout à fait différents. Les techniques documentaires, celles de Jean Méria, par exemple, et toutes celles qui suivent, qui ont suivi, celles d'Autelet, que vous étudiez, je crois, celles de tous les bâtisseurs de la documentation, et puis, indépendamment de ça, le programme, indépendant de cette tradition de traitement de l'information, entendu dans un sens probabiliste et statistique par les disciplines du compute et de l'automation, dont l'histoire est entièrement différente. En ce sens, on peut poser que la recherche en archives se rattache davantage à une documentologie, donc à la première de ces traditions, mais qui serait élargie et qui serait capable de prendre en compte le caractère très spécifique du document d'archives dans un fond, encore une fois, qui l'informe, et dans un temps qui modifie sans cesse les relations entre le corps, le texte et l'outil, dont dérive tout document, sans jamais éliminer aucun de ces éléments. C'est ce que Certeau appelait dans l'invention du quotidien un système ternaire. Le passage est particulièrement intéressant, je vous le lis. Perdant sa capacité mythique d'organiser le pensable, le système ternaire du texte, de l'outil et du corps demeure en sous-main. Il survit, bien qu'illicite, au regard d'une scientificité cybernétique. Parcellaire et fragmenté, il s'empile sur beaucoup d'autres. Jamais les configurations épistémologiques ne sont remplacées par l'apparition d'ordres nouveaux. Elles se stratifient pour former le tuf d'un présent. C'est un très beau texte, et c'est aux témoins, en fait, et non pas aux historiens, qu'il faut demander à chaque époque ce que signifie le fait de produire un document. Et le plus beau récit que j'ai lu, en tout cas récemment, sur cette affaire, c'est pas du tout un historien ni un philosophe qui l'a produit, c'est un paysan du Cotentin qui s'appelle Paul Bedel,
Et donc Catherine Boivin a publié en 2017 les carnets qu'il tient depuis des décennies sur sa vie, ce qu'il voit et ce qu'il fait. Et voilà ce que Paul dit, qui a maintenant 87 ans, du document manuscrit. Chaque jour, j'écris mes pensées sur de vieux agendas de récupération. Par petits coups de griffe sur le papier, j'écris des morceaux de mon cerveau. Écrire à la machine, ce n'est pas pareil qu'écrire avec la main au crayon. Le crayon demande de la concentration, ça te remue le cerveau pour trouver les bons mots et la bonne orthographe. Les carnets sont vivants, car comme toi, ils peuvent disparaître, tu comprends? C'est la vie. À la machine, les mots vivent morts, mais vivent quand même dans la mémoire des gens qui les lisent. La page d'un cahier, celui que j'écris tous les soirs, ou les pages d'un livre, c'est comme un chant. Oui, ça d'accord, un petit Claude, un paysan, au naturel, qui n'a rien ajouté à sa vie. Un petit espace pour planter quelque chose en espérant récolter un peu et semer à la volée, surtout pas droit, pas n'importe comment quand même, mais pas complètement droit. Très beau texte sur la production manuscrite et texte qui n'est pas du tout sorti de notre monde, je pense. Le mot parcellaire, c'est quand même avec ça que je conclurai, retient particulièrement le mot parcellaire et fragmenté qu'emploie Certeau à propos de ces systèmes qui s'empilent, retient beaucoup l'attention de l'archiviste et de l'historien parce qu'il caractérise tout fond, et même tout document, les silences de chaque document et les blancs de chaque fond, ce qu'Arlette Farge appelle l'opacité des documents, vus comme des morceaux de savoir qui ne s'annexent pas mais dérangent. Ça dérange ce qu'on sait déjà, et donc on continue. Parcellaire aussi les archives numérisées, c'est-à-dire les archives sur support analogique que l'on a transférées sur support numérique. Enfin, parcellaire et difficile, bien qu'un discours un peu mythique en exalte à grand renfort de prophétie toutes les vertus, les programmes de dématérialisation, c'est-à-dire de création normée de données destinées à une consultation pérenne. La communication, qui est un mythe central de nos sociétés, résiste. Elle rencontre la résistance, cette communication, du local, de l'oral, au prix d'une fracture numérique que le rapport annuel d'ailleurs du défenseur des droits caractérise tous les ans de plus en plus nettement en appelant à l'intervention de l'humain, du téléphone et du papier dans la communication entre les citoyens et l'administration. Le défenseur des droits, c'est Jacques Toubon maintenant, tous les ans il collecte les cas des personnes qui ne peuvent pas accéder à leurs droits. Et il vient de souligner, c'est son dernier rapport, que 13% de nos compatriotes ne peuvent pas accéder aux procédures, aux téléprocédures. Et en particulier, il ne s'agit pas du tout que des vieux, et pas, en tout cas pas des vieux favorisés, mais il s'agit des banlieues, et c'est un sujet très, très important. Là existe l'oral, et c'est pour ça que le défenseur des droits en appelle à chaque fois qu'on dématérialise une procédure, à ce qu'il y ait une procédure de secours, papier, téléphone, présence physique, dit-il. Des choses plus légères avec Escarpite, pour conclure, à la fois plus légères et plus pratiques aussi que tout ça. Dans sa théorie générale, il fait une critique de l'information storage, qui renvoie à la métaphore financière de la banque de données. Escarpite était marxiste, on l'a bien dit hier, ses affaires de banque l'intéressent, il a une vue critique là-dessus. L'information storage, qui donne l'information retrieval, le fait de retrouver ce qu'on a déjà lu, caractérise les bases et les banques de données, quelle que soit leur ampleur. Donc il critique ça, et surtout il annonce, on est en 76, c'est ça, il annonce toutes les expériences des bibliothécaires du dernier quart du XXe siècle, dans cette phrase, que le système de catalogage le plus raffiné ne peut remplacer ce que les Anglais appellent le browsing, broutage. C'est une exploration ambulatoire de la bibliothèque où le lecteur parcourt les rayons, comme le client d'un hypermarché, et se laisse porter comme lui par les associations en chaîne qui le renvoient d'un rayon à l'autre, avec cette différence qu'il ne se limite pas à la lecture de l'étiquette d'un produit, mais le goûte en feuilletant le livre, ce qui est une deuxième exploration qui se superpose à la première. Ce processus de double balayage est plus productif que la consultation de n'importe quel catalogue. Et là, on voit se profiler l'expérience Beaubourg qui arrive, c'est les mêmes années, c'est-à-dire le fait de mettre pour la première fois en France
une collection de bibliothèque complète en libre accès. Les gens se promènent dedans, ils font comme ils peuvent. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années à Beaubourg, je l'ai connu, on ajoute à cette collection l'informatique. Et on ajoute ces listings qui étaient tirés sur papier. À ce moment-là, on osait tirer les listings de l'informatique sur papier dans des gros classeurs orange. Alors on allait des livres et des clochards parfois vers les listings et puis les bases d'interrogation qui naissaient. Je ne voudrais pas paraître un ancien combattant de l'informatique, mais c'était un parcours extrêmement intéressant qu'avait annoncé Escarpit avec sa notion de browsing qu'on retrouve aujourd'hui dans les interfaces de bibliothèque et non pas encore tellement dans les interfaces de consultation de fonds d'archives. Merci.